Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc effectivement, nous allons parler de la certification de conformité au référentiel donc des services des systèmes d'information de téléconsultation et plus précisément donc de toute la certification qui va avoir lieu sur Convergence, donc dans le cadre de la délivrance de l'agrément des sociétés de téléconsultation. Donc, pour cette réunion, je vais être entouré de différentes personnes, de la DNS, de la DGOS et de l'ANS. Donc, Emmanuel, je vais te laisser te présenter donc de la DNS. Tu le souhaites? Oui, merci. Bonjour à tous, Emmanuel Clout, directeur de projet à la DNS et je travaille sur les sujets de référentiel et conformité. Voilà, donc je vais être aussi entouré de Pierre Bossé de la DGOS. Bonjour à tous, donc Pierre Boisser, DGOS, et donc je suis chargé de mission sur la télésanté. Et puis, j'ai certains de mes collègues de l'ANS qui vont aussi m'épauler. Donc, Fazia Amrouche. Bonjour à tous, Fazia Amrouche, je suis chef de projet à l'ANS en charge de l'audit de conformité. Paul-Alix Ewané-Lobé. Bonjour à tous, Paul-Alix Ewané-Lobé et je suis consultante en télésanté. J'accompagne Yves sur les projets de référencement, téléconsultation et dispositifs médicaux numériques. Et enfin, Marc Deveau. Bonjour. Pardon, c'est De Vos. Hein. DeVos, pardon. Moi, je m'occupe à l'ANS d'accompagnement sur les sujets annuaires, donc annuaire de structure FINES et annuaire professionnel RPPS, et de tout ce qui est moyens d'identification électronique, cartes et certificats notamment. Merci. Et donc, moi-même, Yves Laurillard, donc responsable de projet télésanté à l'ANS, principalement sur les sujets donc télésurveillance, dispositifs médicaux numériques et téléconsultation. Donc, nous allons avoir plusieurs parties dans cette présentation. Donc, une courte introduction qui sera faite par la DGOS et la DNS en lien avec le planning global du projet. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu les différents jalons qui vont donc s'échelonner sur 2023, le mois de décembre et principalement 2024, dans l'objectif d'avoir effectivement un certificat définitif. Nous verrons comment on va y arriver tous ensemble. Et puis ensuite, Fazia vous présentera donc l'outil Convergence, la plateforme Convergence avec le guichet de téléconsultation qui est ouvert depuis mercredi soir. Donc voilà, avec une démonstration, une explication du process. Et puis Marc finira cette présentation avec la procédure d'obtention de la carte finesse, du numéro finesse et de la carte. Et puis, évidemment, il y aura une série de questions-réponses. Je pense qu'on aura une bonne dizaine de minutes à y consacrer. Donc, je vous invite tous à poser vos questions tout au long de ce webinaire et puis nous y répondrons à la fin. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Pierre de la DGOS qui va nous introduire un petit peu le sujet. Alors, rebonjour à tous. Donc, effectivement, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la question, en fait, de la téléconsultation et spécifiquement la question des sociétés de téléconsultation. Donc en fait, on est dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2023, en fait, qui prévoit la régulation de l'offre des sociétés de téléconsultation en créant un statut spécifique, un statut ad hoc, qui permet la prise en charge des téléconsultations par les médecins salariés par ces sociétés à l'assurance maladie à compter de 2024.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que prévoit l'article 53 de la LFSS pour l'année dernière, c'est que les certificats de conformité doivent être délivrés par l'ANS pour attester la conformité des systèmes d'information et des outils numériques. Donc, en fait, c'est deux choses. Les certificats de conformité au référentiel ANS et un statut spécifique, un statut ad hoc pour les sociétés de téléconsultation. Et donc, plus concrètement, en fait, l'article 53 pour la LFSS prévoit que ces sociétés doivent être structurées juridiquement pour être autorisées à exercer. Donc, elles doivent avoir un statut commercial. Leur objet est de proposer une offre médicale de téléconsultation qui peuvent être exclusifs ou pas. Elles ne doivent pas être sous le contrôle, ces sociétés, de fabricants ou de distributeurs de médicaments ou de dispositifs médicaux. Elles doivent mettre en place une gouvernance propre, donc un comité médical. Elles doivent respecter un référentiel de bonnes pratiques et d'évaluation sera proposé par la HAS. Elles doivent respecter les règles de sécurité et d'interopérabilité. Donc ça, c'est les référentiels ANS qu'on pourra évoquer. Et surtout, la délivrance d'un agrément. Donc ça, je pourrais y venir plus précisément tout à l'heure, étant donné que la question de la délivrance de l'agrément et toute la procédure qui permet d'obtenir cet agrément est prévue par un décret qui devrait être publié très prochainement. Donc voilà, donc ces éléments qu'on va pouvoir vous présenter. Donc ce cadre actuel, c'est le cadre de l'article 53 de la FSS pour 2023 et dont les décrets d'application devraient rentrer en vigueur très prochainement. Merci Pierre. Alors, je pense que la question qui vient ensuite, c'est effectivement un petit peu les différentes dates où sont prévues ces étapes. Pierre, tu enchaînes ou c'est Emmanuel qui peut présenter cette partie-là? La partie DGOS, vas-y Pierre. Alors sur la partie des DGOS, donc ce que je vous ai présenté à l'instant, c'était la loi donc l'année dernière, et donc la partie réglementaire, la partie application de la loi, donc c'est deux décrets, un décret en Conseil d'État et un décret simple. Je commence par le décret en Conseil d'État parce que c'est le plus simple, c'est le plus court. C'est de prévoir que le silence de l'administration à une demande d'agrément ou une demande de renouvellement d'agrément vous refuse. Donc ça, c'est une disposition qu'on doit prendre en Conseil d'État, par un décret en Conseil d'État. Donc ça veut dire qu'on se donne 2 mois pour répondre, mais si on ne pouvait pas répondre dans les 2 mois, ça ne veut pas dire qu'automatiquement il y a un accord. Ça veut dire qu'il faudra qu'on puisse étudier davantage la demande d'agrément. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. L'accord peut arriver après, mais ça veut dire qu'on fait en sorte de ne pas se fixer une date butoir de 2 mois pour pouvoir répondre. Donc ça, c'est le décret en Conseil d'État, donc c'est le plus simple, le plus court. Le décret simple, lui, fixe la procédure d'agrément des sociétés de téléconsultation. Donc, sans pouvoir trop rentrer dans le détail aujourd'hui, étant donné que le décret n'est pas encore publié, mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est quelles sont les pièces que devront transmettre les sociétés au ministère de la Santé pour demander un agrément. Donc, avant ça, je peux vous dire que l'agrément, je pense que vous avez tous l'information, mais je préfère le répéter. À quoi sert cet agrément? Donc d'abord, il est délivré par le ministère de la Santé. Il permet 2 choses. Il permet aux sociétés de téléconsultation de pouvoir facturer à l'assurance maladie les téléconsultations qui sont réalisées par les médecins qu'elles salarient. Donc ça permet d'autoriser les sociétés à facturer, d'une part, et ça permet en corollaire, en parallèle, aux patients qui recourent à ces sociétés de téléconsultation d'être pris en charge par l'assurance maladie. Petit rappel, c'est que cet agrément n'est délivré uniquement aux sociétés de téléconsultation qui salarient des médecins et qui proposent des téléconsultations aux patients. Donc ça veut dire que les sociétés qui proposent uniquement un outil de mise en relation entre un patient et un professionnel médical pour réaliser une téléconsultation et qui ne salarient donc pas de médecin, en fait, ne sont pas concernées. Et petit détail qui est important de rappeler, c'est qu'on parle ici uniquement des téléconsultations réalisées par les médecins. Parce que les accompagnements à la téléconsultation, par un infirmier par exemple, ou des téléconsultations qui seraient réalisées par une sage-femme, ne sont pas concernés par cet agrément, ne sont pas concernés par cette mesure.
Comment obtenir l'agrément? La société candidate doit envoyer un dossier de candidature, donc une demande d'agrément, à une adresse mail qu'on pourra vous communiquer, qui est agrément-stlc, donc l'acronyme de Société de téléconsultation, @santé.gouv.fr. Mais ça, on vous le communiquera bien évidemment. Et peut-être que j'aurais dû commencer par cela. On va mettre en place à peu près en même temps que juste après que le décret sera publié, une page internet sur le site du ministère de la Santé pour que vous puissiez avoir toutes ces informations, à savoir bien évidemment où vous pourrez transmettre votre dossier de candidature et surtout quelles pièces fournir. Donc je peux vous le dire d'ores et déjà, les pièces à fournir dans le dossier de candidature, donc c'est le numéro SIRET de la société demanderesse, donc pour acter que c'est une société commerciale, une description de l'organisation de la mise en place du comité médical, parce qu'on ne va pas vous demander que le comité médical soit effectif au premier jour de mise en place de la société, mais on va vous demander de prévoir son organisation, prévoir sa mise en place. On va vous demander également le certificat de conformité provisoire dans un premier temps au référentiel ANS. On va vous demander aussi des éléments relatifs à la protection des données à caractère personnel. Donc, ça, je pense que l'ANS et la DNS pourront revenir plus précisément là-dessus. Et enfin, on vous demandera un engagement de conformité. Et l'engagement de conformité, on vous proposera également un formulaire type, un engagement de conformité type que vous pourrez remplir, vous pouvez vous en inspirer, mais donc par ce certificat, par cet engagement de conformité, vous devrez, donc enfin, le représentant légal de la société devra s'engager, certifier, respecter plusieurs éléments. D'abord, les règles de prise en charge, il devra certifier et respecter les règles de prise en charge par l'assurance maladie, donc en clair la convention médicale. Il devra respecter les dispositions prévues par l'article L480-2, donc c'est l'absence de contrôle par un fournisseur, un distributeur ou un fabricant de médicaments. Il devra également s'engager sur le respect des dispositions prévues en matière d'information à donner au public sur la téléconsultation. Il devra s'engager également au référentiel, à respecter le référentiel de bonne pratique élaboré par la HAS, bien sûr, dès que ce référentiel sera paru. Et il devra enfin s'engager à respecter les règles relatives à la protection des données à caractère personnel. Donc, il devra certifier ces éléments-là et également, en déposant, il doit avoir en tête qu'en déposant sa demande de candidature, sa demande d'agrément, il s'engage à tenir informé les ministères pour toute modification des pièces qu'il pourra lui transmettre. En clair, entre le moment où il réalise sa demande d'agrément et jusqu'à la fin de l'agrément, s'il y a des éléments majeurs qui sont modifiés, qui changent, dans ce cas-là, il devra les transmettre au ministère. Et enfin, il s'engage également à fournir un nouveau certificat de conformité si jamais l'ANS prévoit d'élaborer un nouveau type de certificat. Voilà, c'était les principaux éléments que je pouvais vous donner, qui sont à mon avis les éléments majeurs pour candidater. Et vous pourrez retrouver tous ces éléments plus précisément sur le site et évidemment dans le décret dès qu'il sera publié. Les autres éléments qui sont prévus par le décret, ce sont des modalités précises de mise en place du comité médical. Donc, quelle est sa composition, quel est son fonctionnement, quelle doit être son organisation, quel est le contenu ensuite du rapport d'activité que devront élaborer les sociétés de téléconsultation, quelles sont les conditions, parce que c'est important de le prévoir, de suppression ou de suspension de l'agrément en matière de manquement, en matière de fraude, et enfin des dispositions qui prévoient que les sociétés sont bien soumises aux règles conventionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont soumises aux règles prévues par la convention médicale, que les médecins sont les seuls à être concernés par le plafond de 20% des actes à distance, mais évidemment pas les sociétés. Voilà. Donc ça, c'était les éléments principaux que je pouvais vous donner sur ce décret qui devrait être publié dans les jours à venir, on espère à la fin de la semaine prochaine. Et bien évidemment, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions éventuelles. Merci Pierre. Emmanuel, je te laisse compléter. Oui, s'il n'y a pas de... Les questions, c'est à la fin, c'est ça, Yves? Oui, on va faire D'accord, toutes les ok. questions à la fin Ok, pour ok. pas désorganiser, ouais.
D'accord, très bien. Donc là, comme l'a indiqué Pierre, pour obtenir l'agrément pour une société de téléconsultation, il y a besoin d'un certificat de conformité délivré par l'ANS au référentiel d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Donc là, il y a déjà donc besoin d'un référentiel pour pouvoir délivrer ce certificat. Ce référentiel d'interopérabilité, sécurité et d'éthique, on l'a beaucoup travaillé durant toute l'année et on vous l'a transmis dans sa dernière version au mois de fin septembre. Donc là, depuis, il n'a pas évolué et on sait qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà en train de faire les développements pour se mettre en conformité. Ce dont on s'est rendu compte aussi, enfin, sans douter un peu, mais c'est que le nombre d'exigences de ce référentiel, les impacts sur les sociétés de téléconsultation, sur les développements étaient très importants et qu'il était difficile, évidemment, de réaliser et de se mettre en conformité avec ces exigences pour le 31 décembre. Du coup, on a, entre guillemets, découpé ce référentiel en 3 pour pouvoir délivrer un certificat dans les délais. Un premier paquet qui est finalement qui comprendra assez peu d'exigences, qui sont en fait toutes les exigences dites qu'on pourrait dire administratives, c'est-à-dire qu'il y aura un certificat provisoire qui sera délivré après l'analyse et un OK de l'ANS sur la recevabilité administrative de la candidature. Yves présentera ça un peu plus loin. Et ensuite, il y aura un deuxième certificat provisoire qui sera émis au 30 juin. Là, par contre, là, il faudra être en conformité avec une série d'exigences que va présenter Yves aussi après. Et il y aura un troisième certificat provisoire. On a jalonné ça sur toute l'année 2024 au 31/12/2024, où là, il y aura l'ensemble, il faudra être conforme à l'ensemble du référentiel qu'on a validé et sur lesquels on a travaillé toute cette année, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une sorte de lotissement des exigences sur l'année, quoi, 2024. Toujours pour délivrer ce certificat de conformité, il y a besoin d'une procédure de vérification de conformité. Et pour instaurer dans la loi, dans la réglementation, cette procédure de délivrance de certificat de conformité, il s'avère qu'on a besoin d'un décret en Conseil d'État. Alors, à la limite, je dirais, c'est pas de chance pour la téléconsultation parce que vous êtes les premiers en fait à rentrer dans ce dispositif, et ce décret, il est pris pour après tous les futurs certificats de conformité qui seront produits. Mais pour la téléconsultation, il y a besoin de ce décret en Conseil d'État qui définit une procédure générique de délivrance de certificats de conformité. Donc, et ensuite, il y a besoin d'une seconde chose, c'est d'un arrêté qui dira pour la téléconsultation, voilà comment on va délivrer le certificat, quelle est la durée de validité du certificat, quels sont les délais maximums pour délivrer le certificat. Il y a tout un tas de caractéristiques comme ça. Et ça, c'est la deuxième pièce en fait qui manque pour instaurer le dispositif de certification de conformité pour la téléconsultation. Le décret procédure de délivrance des certificats de conformité, lui, il est comme ceux de la DGOS là, en cours de relecture côté Conseil d'État. On a déjà eu des échanges avec eux sur le décret. On est en train de prendre en compte la modification et on a plus que bon espoir de livrer ça peut-être même un peu plutôt début janvier que mi-janvier. Voilà, donc ça c'est en cours. Et ensuite, il faudra publier l'arrêté pour la téléconsultation qui rendra opposable de façon stricte le référentiel. Alors l'idée, c'est absolument de ne pas changer le référentiel, évidemment, et il n'y a pas de raison de le changer à date. Cet arrêté téléconsultation, là, on le prévoit début février 2024. Voilà. Donc pour vous permettre en fait d'anticiper et d'éviter d'attendre en fait que tous ces textes soient parus, puisque les règles en fait on les connaît, quoi. Là c'est plus des aspects administratifs d'encadrement et réglementaires d'encadrement de tout ce dispositif.
Ce qu'on propose de faire, et c'était vraiment l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir assez rapidement, dans les jours qui viennent, il donnera la date exacte, d'ouvrir le guichet de dépôt de vos candidatures à la conformité au référentiel d'interopérabilité de sécurité. Donc d'ouvrir ce guichet très rapidement pour vous permettre de déposer toutes les pièces administratives nécessaires et déjà anticiper en fait côté ANS à la fois l'analyse de ces preuves et préparer en fait l'émission d'un certificat qui sera nécessairement provisoire, hein, puisque là on n'aura pas l'ensemble la conformité au référentiel complet n'aura pas pu être prouvée, on sera juste vraiment sur la partie administrative, mais d'émettre un certificat provisoire qui sera ce certificat provisoire qu'on fournira à la DGOS pour qu'elle puisse délivrer l'agrément. Voilà. C'est cette mécanique-là qu'on essaie de présenter aujourd'hui. J'espère que c'est assez clair, hein. Peut-être pas trop. On a essayé d'être complètement transparent sur l'aspect décret en Conseil d'État pour la procédure de délivrance de certificat, l'arrêté qui va rendre opposable le référentiel et créer le dispositif de certification de conformité pour les sociétés de téléconsultation. Mais ce qui est essentiel, en fait, là, c'est surtout de voir que vous allez pouvoir démarrer ces procédures de dépôt de pièces administratives dans les jours qui viennent et anticiper justement cette arrivée de tous les textes réglementaires fin mi-février ou début février, pardon. Voilà, et une fois que vous aurez obtenu l'agrément, donc là c'est la dernière, c'est la petite médaille là qui est en S4. Là vous pourrez démarrer ou peut-être un tout petit peu avant les démarches pour obtenir un numéro finesse et ensuite des cartes CPS. Et ça c'est Marc qui vous présentera ça, Marc De Vos qui vous présentera ça juste après, quoi. Voilà. Donc voilà l'enchaînement un peu. Et ensuite, sur l'année 2024, vous reviendrez par 2 fois, on va dire, au guichet, de façon séquencée et un peu itérative, volontairement, hein, pour éviter d'avoir à la fois côté ANS toutes les preuves à vérifier au 31 décembre et vous à faire aussi les dépôts de toutes les preuves en fin d'année. On a lissé ça dans le temps. Et sur l'année 2024, vous reviendrez pour compléter les preuves sur les exigences du référentiel et obtenir les certificats provisoires, le deuxième certificat provisoire, puis le certificat définitif en fin 2024. Voilà. Et je crois que c'est tout pour moi. Je vais passer la parole à Yves. Ouais, merci Emmanuel. Donc effectivement, ça nous donne un beau tableau général. On va revenir dans le détail sur chacune de ces procédures. Juste un élément, Emmanuel, effectivement, le guichet en fait est ouvert, hein. Le guichet, le parcours téléconsultation est ouvert depuis mercredi soir. Et je sais que certains d'entre vous, alors qu'on n'a pas communiqué, on attendait justement le webinaire pour communiquer, on a déjà 2 candidatures. Donc comme quoi, voilà, l'information circule quand même. Alors, effectivement, donc je vais aller assez vite sur certains points et qui ont déjà été détaillés par Emmanuel. Donc, le référentiel, vous le connaissez tous, hein, ce webinaire fait suite à celui du mois de septembre où on avait détaillé ce référentiel. Donc, 9 sections, plus de 200 exigences. Donc, effectivement, impossible d'avoir un certificat définitif pour le 31/12/2023. Donc, l'idée, effectivement, c'est de séquencer en plusieurs étapes. Et Emmanuel vous l'a dit, il y aura donc effectivement 3 étapes avec 2 certificats provisoires et un certificat définitif pour la fin d'année 2024 au plus tard. Donc là, je dirais, dans l'urgence, étant donné les arrêtés, les décrets qui ne sont pas encore passés, il y a effectivement urgence au niveau de la loi d'avoir pour les sociétés de téléconsultation un certificat de conformité de l'ANS pour obtenir l'agrément.
Donc, pour aller vite, effectivement, l'obtention de ce premier certificat, qu'on appelle donc provisoire de téléconsultation, il sera obtenu simplement sur tout un dépôt administratif uniquement. L'ANS va vérifier certaines pièces. Fazia va vous les montrer tout à l'heure lors de la démonstration directement sur la plateforme Convergence. Donc ça, évidemment, on vous invite dès que possible, hein, puisque le guichet est ouvert, à déposer votre dossier, à déposer vos pièces administratives. Nous, ça va nous permettre côté ANS de commencer l'instruction des dossiers. Par contre, effectivement, pour donner notre validation définitive sur ce certificat provisoire, il faudra attendre la signature des décrets et des arrêtés qui, donc, au plus tard, seront vers fin janvier ou début février, comme l'a dit Emmanuel. Donc voilà, donc premier certificat. On peut quand même déjà tous ensemble travailler sur cette première procédure et comme ça, on avance. Donc ce certificat sera valable uniquement jusqu'au 30 juin 2024. Voilà, et donc c'est là où intervient la deuxième étape. On va vous permettre de pouvoir renouveler ce certificat provisoire à mi-année si effectivement certaines sections du référentiel seront donc déposées et conformes. Donc, vous avez sous les yeux les différentes sections. Il s'agit des sections RGPD qui inclut la partie HDS, une section administration, une section annuaire de santé, une section INS, Pro Santé Connect, et toute la partie sécurité PGSSIS hors formulaire de pentest. Donc effectivement, si vous déposez l'ensemble de ces preuves, alors on a mis au plus tard le 30 avril pour effectivement laisser le temps après d'instruire ces preuves. Voilà. Si toutes ces preuves sont conformes au 30 juin 2024, alors l'ANS vous redonnera un certificat provisoire qui, lui, sera valable jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ça permet d'échelonner un petit peu les instructions du dossier, les développements éventuellement de votre côté. Voilà, donc évidemment, vous pouvez, dès que le guichet sera ouvert en mode nominal, vers début février, vous pourrez déposer l'ensemble des preuves, mais effectivement, je dirais, l'urgence, c'est d'abord cette première série d'exigences qui vous permettra d'obtenir le certificat définitif. Et ensuite, évidemment, eh bien, c'est le reste du référentiel qui sera exigé. Et donc, pour avoir, l'objectif, c'est d'avoir le certificat définitif, donc de conformité, le certificat de conformité de téléconsultation définitif au plus tard à la fin de l'année 2024. Donc pour ça, là aussi, on a mis un dépôt d'épreuves au plus tard le 30 octobre pour que l'ANS puisse vérifier les preuves, mais aussi pour que de votre côté, vous puissiez faire les ajustements nécessaires si certaines preuves sont non conformes ou incomplètes. Voilà, d'expérience, on s'attend quand même à peu près, il est possible qu'il y ait une preuve sur deux qui soit non conforme, soit incomplète. Ça, c'est l'expérience des guichets Ségur ou dispositifs médico-numériques qui nous le disent. Mais évidemment, peut-être que ce sera mieux pour le guichet de téléconsultation. Voilà, donc j'ai rajouté quelques remarques compléments. Donc effectivement, pour des candidats qui seraient prêts avant le 30 octobre de déposer l'ensemble des preuves, et je sais que certains d'entre vous sont quasi prêts à déposer les preuves complètes, bien sûr, vous pourrez obtenir le certificat définitif plus tôt. Nous, on va étudier les dossiers dans l'ordre d'arrivée. Par contre, effectivement, ce premier certificat provisoire, il sera délivré à tout le monde pour effectivement
que tout le monde puisse avoir ce certificat et poser la demande d'agrément le plus rapidement possible. Voilà. Donc, pour ceux qui seraient prêts, c'est le deuxième certificat provisoire qui, lui, vous pourriez obtenir directement le certificat définitif. Voilà. Et puis, une autre question qui était aussi assez courante, c'est qu'il y a certaines exigences pour la partie MS Santé qui nécessitent l'outil Mode Code2. Qui n'était pas encore en ligne. Donc, on m'a assuré qu'il serait en ligne courant de semaine prochaine, qu'il y aura une communication qui serait faite. Voilà, et donc, vous pourrez finaliser l'épreuve de ce côté dès la semaine suivante. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra donc à la fin du webinaire. Fazia, je vais donc te laisser la main pour faire la démonstration convergence. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, il y a déjà un certain nombre de parcours et de démarches qui existent dans Convergence. Certains peut-être en connaissent une ou deux. Voilà, donc ce qui a été rajouté depuis mercredi soir, jeudi matin, c'est effectivement le parcours de téléconsultation qui a une seule démarche, donc la démarche de certificat de conformité des SI de téléconsultation. Donc, Fazia, je vais te laisser la main pour que tu puisses faire la démonstration. Merci Yves. Avant de faire la démonstration, je vais parler du processus global. Je ne sais pas si tu peux montrer la diapositive. Oui, je vais me remettre dessus. Merci. Voilà, Merci Yves. Donc, le processus de certification de conformité des systèmes d'information en téléconsultation va se dérouler en deux étapes majeures. Une première étape d'identification du produit et la recevabilité administrative et fonctionnelle du système candidat. Dès la réception de la candidature, l'ANS va procéder à l'analyse de la recevabilité et dès validation de cette recevabilité, l'espace de dépôt de preuves sera ouvert pour déposer tous les lots de preuves attendus. Il est possible de déposer par lot de preuves, par exemple, dès que la section INS est prête, vous pouvez la soumettre et en attendant, vous pouvez soumettre au fur et à mesure les différentes sections. Il y aura une phase d'analyse, donc ANS, et ses besoins de correctifs ou de compléments d'information. Il y aura des demandes de modifications qui seront effectuées et de redépôt des sections. L'analyse va se poursuivre. Une fois toutes les sections sont validées, une convention sera envoyée pour signature et la candidature sera passée devant un collège pour statuer sur l'attribution du certificat de conformité. Et une fois c'est validé, tous les documents post-certification seront envoyés. Je prends le partage pour basculer sur la plateforme Convergence. Ouais, je ne suis pas sur le bon écran. Après identification à la plateforme Convergence, nous avons accès au tableau de bord avec donc les différentes notions que Yves a évoquées concernant le produit et les différents dispositifs de mise en conformité disponibles sur la plateforme Convergence. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la démarche ou le parcours système d'information de téléconsultation. Il y a une présentation des systèmes d'information et de la démarche, le référentiel, et pour accéder à la démarche, nous pouvons suivre les flèches. Pour initier une candidature, donc il y a des explications à suivre. On peut ajouter un produit existant à la démarche si on l'a déjà créé ou créer un nouveau produit. Le nouveau produit correspond au système candidat à la certification.
Pour identifier le produit, nous avons besoin du nom du produit, la version, le numéro INIEL si disponible, une description du produit, les certifications si disponible. À titre d'information, on peut renseigner le dispositif ou les dispositifs relatifs à la certification ou la mise en conformité. Par exemple, la certification de conformité des solutions de téléconsultation. Si on oublie des informations, on peut les renseigner. Par exemple, là, c'est le type de produit socle. Et en confirmant la validation, notre produit est associé à la démarche certification de conformité des systèmes d'information de téléconsultation. À ce moment-là, nous pouvons initier la démarche pour accéder au formulaire de recevabilité, la première étape. Dans cette étape, nous demandons des informations concernant le responsable légal de l'entreprise, ces informations sont nécessaires pour identifier l'entreprise et aussi pour la signature de la convention. Nous avons aussi également besoin des informations sur le contact de l'entreprise qui sera notre contact principal durant tout le processus de certification. Les informations concernant l'entreprise, le numéro SIRET de l'entreprise, le nom du logiciel qui a été déjà renseigné lors de la création du produit, si la solution est référentielle d'identité, le INIE-INIEL, la date prévisionnelle de dépôt complet de l'ensemble des preuves. Si vous pouvez aussi donner votre accord si vous voulez qu'on utilise la date prévisionnelle de dépôt de dossier. Et nous avons aussi une question pour dire si la solution est déployée en société de téléconsultation. Pour le moment, comme l'a évoqué Pierre et Yves, la démarche est ouverte uniquement pour les systèmes d'information déployés en société de téléconsultation. Seuls ces systèmes d'information seront analysés dans un premier temps. Lors de cette étape, il est possible de choisir les profils du référentiel de sécurité et d'éthique applicable à la solution candidate. Il y a le profil général qui est applicable pour tous les systèmes, c'est les exigences minimales et des profils optionnels à sélectionner en fonction du système candidat. Si le système permet la gestion des identités, on peut sélectionner le profil ERI, par exemple. Tout dépend si le système, l'hébergement de données est effectué par le candidat ou un organisme tiers, on sélectionne le profil. Et pareil pour les autres profils. Le choix de profil est important parce qu'il conditionne les preuves attendues dans l'espace de dépôt de preuves et ce sera ces profils qui seront certifiés. Si le système candidat fait appel à des solutions tierces pour répondre à certaines exigences du référentiel, il est possible de renseigner les composants additionnels qui vont permettre de répondre à ces exigences, à savoir le nom commercial, le numéro de version. Si le système, le composant additionnel fait appel au téléservice, dans ce cas, on renseigne le INIE-INIEL du système candidat. Sinon, ces champs ne sont pas obligatoires et une description des fonctionnalités du composant additionnel. Il est possible d'ajouter plusieurs composants additionnels si différents composants existent.
Pour mieux comprendre les fonctionnalités du système candidat, nous attendons à une description des fonctionnalités et des usages du système d'information, et il est possible de renseigner et de joindre les pièces justificatives. On peut ajouter plusieurs pièces justificatives dans le même champ. Si il y a un groupement d'éditeurs, un chef de file sera désigné pour porter la candidature et un mandat est attendu. Si besoin de joindre d'autres documents, il y a un champ qui est prévu pour joindre les autres documents. Il est possible d'enregistrer en brouillon et revenir plus tard pour continuer. Si tout est disponible et complet, vous pouvez soumettre votre candidature pour l'ANS. Là, il manque certains champs obligatoires. Si tout est OK, vous pouvez soumettre la candidature. Donc, l'ANS va recevoir la candidature, il va l'analyser. S'il y a des besoins de demande de modification, une demande de modification sera envoyée et vous allez recevoir la demande de modification. Il existe une messagerie dédiée pour chaque candidature et un numéro d'identification unique. Vous allez recevoir des notifications et aussi vous pouvez pouvoir communiquer via la messagerie. Je pense que j'ai terminé. Je rends le partage. Et merci Fazia. Donc, on va enchaîner sur donc la dernière partie. Je vais repartager mon écran. La dernière partie de la présentation. Alors, qui est sur effectivement l'obtention du numéro finesse. On peut remettre aussi dans le contexte, avec tout ce qu'on vient de voir, des différents process au niveau du certificat ANS et de l'agrément. Donc, je vais rappeler un petit peu. Donc, votre première étape que vous pouvez réaliser dès à présent, c'est effectivement ce qu'on voit là, l'étape numéro 1 de dépôt de dossier sur la plateforme Convergence. Nous allons instruire et puis quand les textes seront signés, dans ce cas-là, on pourra vous délivrer, si tout est correct, le certificat provisoire. Le certificat provisoire donc, qui vous sera envoyé et qu'on donnera aussi au ministère. En parallèle, comme l'a dit Pierre au tout début de la réunion, il y a donc l'outil ministère, hein, qui est un formulaire en ligne qui vous permettra de déposer une demande d'agrément où le certificat ANS vous sera demandé et donc le certificat provisoire d'un premier temps sera valable pour obtenir cet agrément. Voilà. Et donc, vous, votre deuxième étape, votre deuxième action à faire de votre côté, c'est effectivement cette demande d'agrément sur l'outil ministère. Ensuite, une fois que l'agrément, que le ministère valide toutes les pièces de demande d'agrément, c'est là où effectivement les informations, donc vous aurez l'agrément et le ministère va fournir certaines informations à l'équipe finesse. Alors Marc, je vais te laisser détailler du coup toute cette partie-là d'obtention du numéro finesse et des cartes qui s'en suivent. Ok, donc bonjour, rien de très compliqué hein, parce que on se met dans les rails en fait de ce qui, plus ou moins de ce qui existe depuis des années pour les centres de santé en dur. Donc, pour qu'il y ait un numéro finesse pour le centre de santé en version téléconsultation, le prérequis, c'est l'agrément.
Voilà. Donc, dès lors qu'on aura au fil de l'eau les agréments qui seront délivrés par la DGOS, on pourra enregistrer au fur et à mesure, ça prend pas beaucoup de temps, parce que ce sera fait ici à l'ANS en centrale, on pourra enregistrer les STLC et leur attribuer un nouveau numéro FINES. Ensuite, la finalité, c'est d'avoir des cartes pour les médecins salariés, ou au moins une partie d'entre eux, qui, en gros, sont calquées sur le modèle des cartes de médecins en centre de santé, permettant la facturation Sésame Vital. Donc là, il y a quand même quelques étapes en plus avec d'autres acteurs. Nous, on produit les cartes sur la base des informations qui sont dans le RPPS, l'annuaire des professionnels. Et puis le RPPS, nous, on n'y touche pas du tout en fait. Pour les médecins, ça repose sur les données qui sont enregistrées par l'ordre. Donc, il faut bien voir que chaque médecin salarié d'une STLC devra prendre contact, comme il le fait s'il doit ouvrir un nouveau cabinet. Enfin bon, ça fait partie des procédures standards pour les médecins, mais prendre contact avec son conseil départemental de l'ordre afin que l'ordre puisse enregistrer qu'il travaille maintenant rattaché au numéro FINES de la STLC. Ça va automatiquement, J+1 si vous voulez, dans le RPPS, et à son tour, ça provoque automatiquement un jour plus tard l'ordre de production d'une nouvelle carte. Et donc en bout de chaîne, le médecin recevra une carte compatible avec le modèle de facturation type centre de santé. J'en profite, je vois qu'il y a une... Alors non, il y a 2 questions, donc je réponds très vite, hein. Vas-y, vas-y. 3 même. Donc le numéro FINES sera juridique ou géographique. Alors il y a les 2, hein. Donc soit c'est une entité qui est déjà dans FINES parce qu'elle exploite un ou plusieurs centres de santé en dur, enfin ou en présentiel, auquel cas on rajoutera un FINES géographique pour la partie téléconsultation. Soit si c'est une entité qui aujourd'hui n'est pas dans FINES, on créera un FINES juridique et un FINES géographique. Sachant que ce qui est utilisé, présent dans les cartes, ce sera du géographique. Il y a plein de questions, je ne m'attendais pas. Le médecin contacte le CNOM et pas son CEDOM. Non, non, c'est bien le conseil départemental auquel le médecin est inscrit. Hein, les médecins, ils sont inscrits dans un département, ce qui leur donne le droit d'exercer sur toute la France. Mais donc, chaque médecin relève d'un département dans lequel il est inscrit, celui de sa résidence professionnelle principale. Tu as d'autres questions ou sinon on va commencer par les premières questions. On a Oui, quelques minutes. Attends, je finis, pardon, je Oui, finis vas-y, juste finis, les 2-3 finis, Marc. questions. Les cartes CPS des médecins seront-elles délivrées sur la base des analyses contractuelles du CNOM, temps long ou sur demande directe auprès de l'ANS qui est responsable de ce sujet? Ni l'un ni l'autre. Dès lors que, comme j'ai décrit, hein, dès lors que le professionnel dit contrat de travail à l'appui, il faut une pièce justificative, bien sûr, enfin en tout cas en règle générale, à son conseil départemental, voilà, je travaille maintenant, je suis salarié de cette entité avec ce numéro FINES, c'est le travail de l'ordre que de l'enregistrer sans délai. Voilà. Et donc nous, on n'a pas de rôle particulier là-dessus. Et puis je vois une question de Daniel Kuhns. Chaque carte aura donc un numéro AM spécifique en complément de son activité libérale éventuelle. Alors c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on met dans la carte, c'est un DAM dit générique qui est neutre en fait et qui est juste un trigger qui permet au logiciel d'exploiter des données de facturation qui sont au niveau du logiciel. Mais ça, on n'invente rien du tout, hein. C'est le modèle qui est actuellement déployé dans tous les centres de santé ainsi que dans les PMI. Et puis dernière question, les CEDOM mettent plusieurs mois à enregistrer les médecins. Ça peut arriver. Alors si vous avez écho quand même de difficultés particulières sur un cas particulier, n'hésitez pas à nous saisir parce que nous, on a bien sûr, on collabore régulièrement avec le Conseil national de l'ordre, donc on peut leur remonter des difficultés locales. Enfin, dans l'ensemble, on ne peut pas généraliser, hein. Donc les CEDOM mettent plusieurs mois à enregistrer les médecins, non. En général, c'est quand même assez rapide. On ne peut pas exclure des difficultés localement dans tel ou tel département.
Voilà, je crois que j'ai fini avec les questions RPP, Ok, CPS. on va enchaîner. De toute façon, s'il y a d'autres questions. Le Oui, message, pardon, le message, vas-y. c'est vraiment, c'est à vous de mobiliser vos médecins dès lors que vous aurez le FINES. Alors, on vous enverra le FINES par mail, hein, et donc ce sera à l'adresse que vous aurez indiquée dans la procédure au-dessus. Et il faudra que vous demandiez à vos médecins de se rendre au conseil départemental. Parce que c'est vraiment que sur la démarche du médecin que cette nouvelle activité peut être enregistrée, résultant dans la production d'une carte. Ok, merci pour le message. Donc, Paul-Alix, s'il y a quelques questions rapides, là, on a encore quelques minutes. Oui, on a plusieurs questions. Je vois que Fazia a déjà répondu aux questions assez opérationnelles, mais si je remonte au début des questions, on a une question d'Olivier Spreux. Quels sont les éléments protection des données personnelles attendus par la DGOS pour l'agrément? Pierre, si tu es encore là. Oui, pardon, excusez-moi. Donc en fait, une question d'Olivier Spreux concernant les éléments à transmettre dans l'engagement de conformité, c'est ça? Oui, les éléments protection des données personnelles attendus par la DGOS pour l'agrément. Ok, bah, ça de toute façon, il faudrait qu'on voit comment est rédigé exactement cette section du décret simple. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on vous donnera les éléments d'information dès qu'on les aura. Enfin, dès que le décret simple sera publié. Mais de toute façon, Olivier, je pense que la version du décret qui a été communiquée au LET sera celle qui sera publiée. Donc la partie de l'engagement de conformité est bien détaillée dans le décret qu'on va publier. Merci pour cette réponse. On a ensuite une question de Paul Martin Gousset qui demande si un pentest réalisé en 2023 spécifiquement pour la procédure d'agrément pourra être considéré comme valable. Je pense que c'est peut-être une question pour Yves. Fazia. Alors, sur la partie pen test, ce qu'il faut, c'est qu'après, justement, les tests d'intrusion permettent de remplir le formulaire. Donc, effectivement, s'il y a des tests qui ont été réalisés en 2023, ça pourra permettre de renseigner ce formulaire. Après, évidemment, c'est de la responsabilité de l'ENS de garantir que effectivement tout est toujours conforme. Voilà. Donc effectivement, s'il date de 2023, ça peut permettre de renseigner le formulaire qui est demandé par l'ANS. Merci Yves. Du coup, on a une autre question d'Antoine qui demande si le guichet rendra-t-il possible l'envoi du dossier complet, indépendamment des différents jalons dès début février, afin d'obtenir le certificat définitif sans attendre les jalons. Oui, 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 voilà, dès que le guichet est ouvert en mode nominal et que l'ANS sera en mesure de rendre les décisions de recevabilité, l'ensemble des sections pourra être déposé. Et donc, après, comme le disait Fazia, nous, on va traiter section par section avec des ordres de priorité qui sont voilà, les premiers qui déposent seront les premiers analysés, grosso modo. Après, évidemment, il y a tout un système de redépôt en fonction des preuves qui sont non conformes. Mais pour répondre à la question, c'est oui, vous pourrez déposer l'ensemble des sections. Les jalons qu'on a mis, c'est uniquement pour aider cette phase transitoire pour ceux qui auraient plus de développement ou plus de difficultés à faire les développements dans un délai court. Voilà. D'accord. Et juste pour être sûr, parce que je vois qu'on a eu d'autres questions là-dessus, ceux qui déposent l'ensemble des preuves dès début février auront-ils un certificat provisoire ou auront directement un certificat définitif? Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'on va fournir un certificat provisoire à toutes les sociétés de téléconsultation pour aller vite. Donc ça, c'est une étape qui sera, voilà, qui sera pour tout le monde. Et après, bien sûr, on enchaînera avec l'analyse des dossiers, des différentes sections qui auront été déposées par chacun d'entre vous.
Et si un des candidats a déposé l'ensemble des sections et que l'ensemble des sections est valide avant le 30 juin, on lui délivrera un certificat définitif. Si par contre certaines sections, même s'il a tout déposé mais qu'il n'arrive pas à finaliser une section parce qu'il a des difficultés sur une preuve ou autre, on pourra toujours lui fournir le certificat provisoire si effectivement l'ensemble des sections que j'ai présentées tout à l'heure, cette première série de sections, était conforme. Voilà. Donc, je dirais c'est relativement souple. C'est l'idée, hein, c'est assez souple, mais vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape de certificat provisoire, mais le fait d'y passer n'est pas absolument un inconvénient, quoi, hein. Il y a aucun inconvénient à obtenir un certificat provisoire au mois de juin. Les certificats provisoires ont la même valeur qu'un certificat définitif. C'est juste qu'effectivement, ils ont une date d'expiration. Le premier, le 30 juin 2024, et le deuxième et le dernier certificat provisoire, il est valable que jusqu'au 31/12/2023. Donc voilà. Peut-être une dernière question, je vois qu'il est déjà 15 heures. Une question qui a eu du succès. Si nous avons plusieurs produits pour la même entreprise, faudra-t-il autant de certificats administratifs que de produits ou un seul certificat suffira? Il faut un produit, une candidature pour chaque produit. Voilà, bon, bah, clair. Merci Fazia. Et vous pouvez avoir pour un candidat plusieurs produits dans Convergence, c'est-à-dire que vous avez un seul accès, mais vous pouvez déclarer plusieurs produits. Voilà, donc sous la même inscription Convergence. Voilà, peut-être une question rapide encore. Pouvez-vous nous reconfirmer que la certification ANS est demandée par le prestataire tech, qui peut être une société distincte de la société de téléconsultation agréée? Question d'Élise Mas. Alors, nous, ce qu'on va effectivement certifier, c'est on certifie surtout l'outil, qui fait les téléconsultations. Donc, celui qui va, le candidat qui va déposer la candidature peut effectivement ne pas être juridiquement la société de téléconsultation. Après ce cas-là, par contre, celui qui va déposer la demande d'agrément, ça va être la société de téléconsultation. Voilà, je pense, Pierre, peut-être tu veux compléter ma réponse? Mais voilà, la demande d'agrément, c'est la société de téléconsultation, et nous, on Oui. délivre un certificat à l'outil, et voilà. Alors, je suis désolé, Yves, parce qu'en fait, il y a des travaux juste à côté où je suis. Donc, j'ai entendu juste la demande d'agrément est réalisée par la société de téléconsultation, oui. Oui, et en fait, la question c'était est-ce que c'est le prestataire tech qui va déposer la candidature, côté Convergence? Nous ce qu'on dit, c'est qu'on délivre un certificat pour un outil. Et cette candidature peut être faite par le prestataire tech, enfin voilà, qui développe l'outil. Et après, par contre, côté ministère, c'est bien la société de téléconsultation, elle, qui va demander l'agrément et fournir le certificat de l'outil qu'elle utilise. Voilà. Oui, alors je suis désolé, j'ai pas entendu toute ton intervention parce que j'ai entendu la fin. Effectivement, nous, l'agrément qu'on va délivrer, il est délivré, il est donné à la société de téléconsultation pour qu'elle puisse être autorisée à facturer à l'assurance maladie les téléconsultations. Et cet agrément comporte notamment la certification de son outil au référentiel ANS. Je ne sais pas si je réponds à ta remarque, Oui, mais oui, oui, je en pense, fait, voilà, l'agrément est sur toutes les activités de téléconsultation de la société de téléconsultation. OK. Et son outil est par ailleurs certifié validé par le certificat ANS. Oui, très bien. Bah, écoute, oui, je pense que ça répond à la question. Je pense qu'il y a d'autres questions, mais on va s'arrêter là. On va prendre les questions que vous aurez posées, et puis on fera un mail général pour vous mettre les questions-réponses. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous, et Merci puis beaucoup. bonne fin de journée. Bonne fin de Merci journée. beaucoup. Bonne Au fin de revoir. journée à tous.